comment l'Europe parvient-elle à dominer le commerce mondial au XVIIIe siècle? Depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, les Européens colonisent tous les continents. En raison de nombreux échanges, les routes maritimes vers le continent américain, l'océan Indien et l'Asie deviennent le lieu d'un commerce intensif appelé négoce. Encouragés par le pouvoir royal qui les protège, de puissantes compagnies commerciales se développent grâce au système de l'exclusif, leur assurant le monopole commercial de la métropole vers les colonies. Tout commence par des cartes au trésor, des cartes marines qui invitent Espagnols et Portugais à la conquête des nouveaux mondes. Comme celle-ci présentée à la Bibliothèque nationale de France lors d'une exposition consacrée à l'âge d'or des cartes marines, un portulan anonyme dit de Christophe Colomb datant de 1492. Pendant que les Espagnols naviguent vers l'ouest, les Portugais voguent vers l'est par le cap de Bonne-Espérance. Tous prétendent évangéliser les peuples sauvages. Mais derrière le Christ, c'est le commerce qui guide les pas des conquistadors. Depuis le Moyen-Âge, en fait, les cartes sont liées à une expansion économique, avec des prétextes religieux dès le départ, dès l'époque des croisades, mais les ambitions économiques existent dès le Moyen-Âge en Méditerranée et ensuite accompagnent l'histoire des grandes découvertes. On prétend se battre pour Dieu alors qu'on veut juste s'enrichir. Et tous les coups sont permis pour faire des affaires en éliminant les concurrents. Tant pis pour les marchands déjà installés dans l'océan Indien. Dès le début du XIVe siècle, il existe des projets de croisade qui ont pour ambition de créer un blocus du commerce des épices du sultan d'Égypte pour reconquérir la Terre Sainte, mais aussi en soi pour avoir accès à ce commerce lucratif. Les Portugais sont les premiers à se jeter sur ce commerce lucratif asiatique. Et pour s'imposer, ils n'hésitent pas à recourir à la violence. Ils appellent cela le commerce à couteau tiré. La méthode des Portugais, c'est de s'immiscer, parfois par la force, dans un espace économique déjà très vivant. Et en effet, où circulaient des marchands arabes, indiens, malais, indonésiens, chinois, évidemment. Autant d'intermédiaires qu'il faut contourner pour faire baisser les prix. Mais la concurrence n'est pas seulement orientale. Il faut aussi s'entendre avec l'autre puissance du moment, l'Espagne. Alors on se partage le monde avec la bénédiction du pape, c'est le traité de Tordesillas. En gros, l'Amérique pour la couronne d'Espagne, l'Asie pour Lisbonne. Le partage du monde se fait à la fin du XVe siècle, seulement 2 ans après l'expédition de Christophe Colomb. Donc en 1494, devant l'ampleur des découvertes à venir, les Espagnols et les Portugais se mettent d'accord, sous l'autorité du pape, pour se partager les futures découvertes, se partager le monde. Et le traité de Tordesillas de 1494, sur une carte, trace un méridien de référence, le méridien de Tordesillas, à 370 lieues des îles du Cap-Vert, pour établir ce partage. Tout ce qui est à l'est du méridien de Tordesillas appartiendra à la couronne portugaise et tout ce qui est à l'ouest de ce méridien appartiendra à la couronne espagnole. Évidemment, ce Yalta avant l'heure ne plaît pas aux autres puissances européennes. Les Hollandais contestent l'hégémonie commerciale des Portugais. Avant de les affronter en Asie, ils les espionnent et copient leurs cartes maritimes. Les Hollandais ont commencé par plagier les cartes portugaises avant d'élaborer leur propre cartographie. Les Anglais, à un siècle d'intervalle, vont faire la même chose. Lorsqu'ils vont déboucher dans l'océan Indien, ils vont d'abord plagier les cartes des Hollandais. Au musée de la marine d'Amsterdam, on expose une maquette grandeur nature d'un navire de l'époque. C'est sur ce genre de bâtiment que Cornelis van Houtman a mené la première expédition commerciale hollandaise en Asie en 1596. Avant de partir, Cornelis est allé pêcher des renseignements au Portugal. Il a été arrêté et emprisonné à Lisbonne pour espionnage économique. En 1602, moins d'une dizaine d'années après les opérations d'espionnage des Bataves contre les Portugais, naît la Compagnie hollandaise des Indes orientales, connue sous l'acronyme VOC et dont le QG se dresse toujours à Amsterdam. Une entreprise par action extrêmement puissante qui possède ses navires, mais aussi ses propres soldats et sa propre diplomatie.
D'une certaine manière, on peut dire que c'était un État dans l'État, parce que ce n'était pas seulement une compagnie de négoce, elle bénéficiait de droits souverains et dans plusieurs endroits, elle avait son propre gouvernement et sa propre armée. Un État dans l'État qui use parfois de la force pour contraindre les indigènes à commercer avec lui. Aux Moluques, l'homme qui symbolise cet excès de violence, c'est lui, Jan Pieterszoon Koen, gouverneur de l'Avok. Brutal, implacable, en 1621, il massacre une partie des habitants de l'île de Banda. Il réduit en esclavage le reste de la population, forcée de travailler dans les plantations d'épices de l'Avok. Les indigènes ne sont pas le seul problème des Hollandais. Car très vite, les Anglais veulent aussi une part du poivre, des clous de girofle et autres cannelles. Résultat, la compétition économique dérape en guerre. Les Anglais étaient à la recherche des mêmes richesses autour du monde que les Hollandais. C'est pourquoi un certain nombre de conflits ont éclaté entre la Hollande et l'Angleterre. Parfois, la France aussi était impliquée dans ces conflits. Hollandais, Anglais et Français s'affrontent donc en Asie dans une guerre économique pour les épices. À Londres, dans le musée de la Marine, on garde des souvenirs de ces batailles. À cette époque, les Néerlandais avaient plus de succès. Ils ont ainsi réussi à déloger les Anglais des îles aux poivres. Du coup, ils sont allés en Inde où la compagnie française opérait déjà. On assiste donc à de grands conflits européens et mondiaux qui se déroulent dans l'univers des échanges de la East India Company. C'est dans ce contexte que les compagnies françaises et britanniques se battent en Inde pour le contrôle du sous-continent. Comme ici dans cette peinture qui montre une bataille navale entre Français et Anglais en 1782. Dans ce type de conflit, chacun cherche sur place des alliés parmi les nombreux royaumes. La France s'appuie sur le célèbre sultan Tipou pour déloger les Anglais des Indes. Surnommé le tigre de Mysore, il affronte la terrible puissance de feu de l'East India Company. La compagnie a été alors capable de dominer une autre partie de l'Inde. Donc cela montre comment, vers la fin de la vie de la compagnie, combien la violence était importante pour étendre son contrôle en Inde. La violence au nom des affaires. Les Britanniques imposent par les armes le commerce de la drogue aux Chinois. L'East India Company devient le plus grand dealer du monde. Ce sont les guerres de l'opium. Et les Français dans tout cela, ils arrivent bon dernier. Plusieurs tentatives sont nécessaires avant qu'en 1664, soit plus d'un demi-siècle après leurs concurrents, la France se dote d'une compagnie des Indes capable de rivaliser avec les Anglais et les Hollandais. Il aurait fallu qu'en France, les commerçants, les marins, les banquiers se réunissent pour mettre en place d'une manière commune cette aventure. Or, ce n'est pas ce qui se passe du tout en France, puisque autant l'initiative est marchande et maritime en Hollande, autant en France c'est une initiative régalienne. C'est le roi qui décide de la création de la Compagnie des Indes. Les Français en profitent toutefois pour s'emparer de certains secrets technologiques chinois et indiens. Antoine de Beaulieu, un agent de la Compagnie des Indes, copie le procédé de l'impression sur étoffe. Cela donne les fameuses indiennes très à la mode à l'époque dans les cours royales. Elles seront par la suite interdites pour protéger les tisseurs français. Esclavage, espionnage, conflits, violence, le commerce des épices a donné lieu à l'une des pires guerres économiques de l'histoire. Aujourd'hui, la guerre économique est plus feutrée, mais rien ne garantit que ces pires démons ne soient définitivement éteints.